Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle matinale Ivanova Press, votre rendez-vous de l'actualité de l'immobilier et de la ville. Nous allons parler des investisseurs et de l'investissement résidentiel. Les investisseurs ont une nouvelle fois plébiscité la classe d'actifs résidentiels en 2021. Les chiffres Imostat, les derniers chiffres Imostat qui sont tombés font état d'un montant global de 7,4 milliards d'euros placés. Et donc, je reçois aujourd'hui Sébastien Laurin. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur résidentiel pour CBRE France, qui est donc membre du GIE Imostat. Quels sont les grands enseignements cette année ? Alors, une année record, je pense que vous avez vu les chiffres. On a dépassé les 7 milliards d'euros d'investissement annuel, ce qui était du jamais vu sur le marché français. Donc, à la fois, on s'en félicite, à la fois, nous, on a bien décortiqué les chiffres et puis regardé ce qu'il y a. C'est pour ça que vous êtes là. Ce qui se cache derrière l'arbre. Tout ça. Donc, effectivement, ça prouve, si tant est qu'on en avait besoin, que le marché résidentiel attire de plus en plus d'investisseurs et que année après année, on gagne en volume. On était à peu près un peu plus de 6 milliards l'année dernière. Aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards. Donc, c'est une vraie bonne chose. Ceci étant, il faut regarder ce qu'il y a dans ces 7 milliards d'euros, puisqu'il y a déjà une part assez conséquente de gros volumes d'investissement, des portefeuilles notamment qui ont été vendus par INI, le spécialiste du logement intermédiaire, à l'assureur AXA. Quand on retire cette partie-là, quand on retire la partie traitée, oui. pas forcément les mégadeals, mais surtout les deals traités directement par la Caisse des dépôts et quelques opérateurs du logement social, finalement, on se rend compte que les investissements faits directement en logement libre, si on peut les appeler comme ça, en bloc, ça représente juste la moitié de ce marché-là, donc c'était autour de 3 milliards d'euros, ce qui est ni plus ni moins ce qu'on constatait les années passées. Donc à la fois, évidemment, un boom sans précédent du marché du logement, ça c'est vraiment bien. En revanche, toujours une pénurie d'offres, puisque y a beaucoup de monde qui tape à la porte, beaucoup de nouveaux entrants, mais pas assez d'offres. Pas assez de produits sur le marché. Pas assez de produits sur le marché, et pourtant un marché qui est en pleine croissance. Si on peut faire juste un comparable, il faut savoir que l'année dernière, le logement était quasiment la classe d'actifs numéro 1 ex aequo, à peu de choses près, avec le bureau en Europe, ce qui n'est vraiment pas le cas encore en France. Donc on voit qu'on a encore de la marge de progression. D'accord. Parlons aussi des évolutions démographiques. On a eu quand même, avec cette crise sanitaire, un attrait pour les villes moyennes, oui. Notamment, surtout pour la démographie, je parle. Est-ce que ça s'est constaté sur les volumes placés en investissement et sur l'appétit des investisseurs sur cette classe d'actifs résidentiels en bloc ? Oui, c'est une bonne remarque. C'est difficile de penser qu'il y a un direct impact, mais ce que tous les investisseurs ont à la bouche, c'est vraiment la démographie comme sous-jacent de leur investissement. La préoccupation, je pense, de tout à chacun, de même vous comme moi, pour placer pour sa retraite, c'est de savoir que l'argent qu'on investit aujourd'hui sur du logement, c'est de l'argent qui va produire un revenu qui va être relativement sécurisé sur un très grand nombre d'années. Voilà. Donc c'est clair que les sous-jacents démographiques français, une forte natalité, un mouvement de population qui se concentre dans un effet métropolitain de plus en plus fort, et avec l'émergence de villes satellites, on parle des villes cathédrales souvent, mais on a la même chose, je pense à La Rochelle pour Bordeaux, Saint-Étienne ou Dijon pour Lyon, c'est des exemples. On voit vraiment l'émergence de vrais pôles géographiques assez forts et qui portent cette demande de logement. D'accord, c'est d'ailleurs un bon enchaînement pour l'orientation de ce marché. Comment est-ce que vous le voyez évoluer pour 2022 ? Est-ce que ces tendances vont s'amplifier ? Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui viennent s'insérer dans ce microcosme ? Je pense sincèrement que l'année 2021 était juste une toute première étape d'une structuration et d'une institutionnalisation du marché logement français, et que les choses sérieuses commencent. On est vraiment avec l'émergence de nouveaux et nombreux acteurs qui n'étaient pas connus sur le marché français, qui ont des velléités d'investissement qui sont relativement importantes, qui souhaitent porter une offre locative réelle pour le marché français, qui se segmente en plus de plus en plus. On n'a pas que du logement simple, on a du logement adapté aux personnes âgées, aux jeunes actifs, voire aux personnes en mobilité. C'est les cas du co-living. On a vu d'ailleurs, que le co-living avait continué d'augmenter. Ouais. La part est certes, bien évidemment, toute petite par rapport aux 7 milliards placés, mais vous pensez que ça va continuer aussi, cet attrait pour ce co-living ?
C'est certainement une partie de la réponse en fait aux besoins de logement en France. On n'a plus besoin d'un seul logement pour une famille. Le parcours résidentiel aujourd'hui, il est multiple entre le jeune actif, enfin l'étudiant, le jeune actif qui est de plus en plus mobile, les familles qui parfois se séparent, se recomposent, et des seniors qui vivent de plus en plus longtemps et qui ont besoin de logements adaptés. Donc il y a une partie de la réponse qui est segmentée entre une typologie de logement adapté. D'accord. Et alors, dans cette actualité, comment est-ce que vous avez structuré votre pôle résidentiel chez CBRE? Est-ce que là, vous allez faire des nominations? Vous avez eu des nominations? Vous allez procéder à des recrutements? Est-ce qu'il y a des deals dont on peut parler peut-être? Alors nous, on s'est structuré déjà depuis maintenant quelques années pour répondre à cette évolution de marché, notamment en se structurant par spécialisation de typologie de produits et puis aussi par segmentation géographique. Donc on a une partie de l'équipe basée à Paris, sur les 15 collaborateurs spécialisés sur le marché de l'investissement logement. Une grande partie de l'équipe est à Paris, mais aussi en région, avec une personne sur Tours-Rhône-Alpes, une personne sur tout PACA, et puis notre dernière arrivée, Stanislas de Luziarche, qui nous accompagne sur Bordeaux et le Grand Ouest. D'accord. Et quelques deals dont on peut parler? Ah oui, quelques deals toujours. L'activité de début d'année est assez chargée, avec beaucoup de sollicitations, notamment du côté de la promotion, qui s'oriente assez favorablement vers l'investissement institutionnel et avec pas mal d'opérations qui sont en cours, mais c'est un tout petit peu tôt pour en parler. Ok. Je vous remercie en tout cas, Sébastien Lerin, pour votre témoignage et à très bientôt. Merci beaucoup. La matinale d'Innova Press suite. Cette fois-ci, nous allons parler des investisseurs étrangers. Et si le marché de l'investissement en France continue de prospérer, il reste marqué par une crise sanitaire qui a rebattu les cartes des stratégies de location d'actifs. Mais les investisseurs étrangers n'ont pas déserté l'Hexagone. Et pour évoquer ces évolutions et la perception de cette clientèle, je reçois Beverley Kilbride. Beverley, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente France de LaSalle Investment Management et également aussi Head of Transactions and Asset Management Europe. J'espère que mon anglais était à peu près correct. Very good, very good. Merci. Quel appétit pour cette clientèle étrangère, pour vos fonds, quel a été leur appétit l'année dernière et est-ce qu'on peut parler un petit peu des différentes stratégies qu'ils ont privilégiées en 2021? Avec plaisir. Donc, LaSalle intervient sur une échelle mondiale avec les clients qui ont cette même spécificité. Donc, un client peut à la fois investir avec nous en logistique en Chine, qui peut investir avec nous à travers un fonds qui investisse dans un bureau à Paris, pour mettre en place la situation. La France a toujours eu un intérêt très fort pour les investisseurs étrangers, du fait de sa stabilité, mais ses opportunités également. Et c'est vrai que pendant la pandémie, on était beaucoup nombreux acteurs de se poser la question s'il allait y avoir un changement de stratégie, mais il n'y a pas eu de changement de stratégie. Au contraire, il y a toujours un très fort appétit, notamment avec le potentiel qu'on a dans tout secteur de croissance de valeur qu'on prévoit devant nous. D'accord. Quelles sont du coup les allocations? Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des nationalités que vous avez au sein des fonds que vous gérez? Quelles sont leurs répartitions éventuellement? Et quelles sont les demandes les plus prégnantes? Quelles sont les typologies d'actifs qui sont les plus demandées en France? D'accord. Alors, pour la typologie, la nationalité d'investisseurs, on a tout le spectre dans le monde entier, tous les grands régions, etc. C'est assez diversifié dans le placement qu'il y a dans les fonds. Certes, il y a des différents profils de risque, mais tout dépendra de ce qui est recherché par l'investisseur. S'il décide de définir lui-même son profil en investissant dans les différentes stratégies, les différentes prises de risque dans différentes régions dans le monde, aussi décide de concentrer un certain profil de risque en France. Donc, LaSalle Paris, notamment, intervient sur toutes les stratégies, que ce soit core plus, value add. Et c'est plutôt sur le core plus, value add qu'on a le plus de demandes en ce moment. D'accord. Vous parlez de Paris, les régions n'intéressent pas encore? Si, au contraire. Au contraire, on a toujours un fort intérêt dans les régions, mais ils restent compétitifs comme d'autres. Et c'est vrai que la ville de Paris, pour les étrangers, est beaucoup plus facile à identifier que d'autres régions, d'autant plus de la taille des actifs qui sont disponibles pour une stratégie d'acquisition qui est assez importante.
D'accord. Un mot sur la logistique, c'est un sujet qui m'intéresse moi personnellement, j'aime beaucoup ce sujet-là, mais c'est aussi un marché qui a été en forte expansion et ça a été aussi un marché qui a été animé par de nombreux acteurs étrangers. Quelle est votre vision sur ce marché-là? Alors, c'est une vision qui est partagée par beaucoup, qui est sur la potentiel de croissance de loyer, que ça soit sur les plateformes logistiques, on va dire plus classiques, liens, autoroutes, etc., mais aussi sur ces catégories qui est beaucoup plus émergent, qui est le logistique urbain. D'ailleurs, on a fait une acquisition l'année dernière qui démontre nos convictions dans ces secteurs. Si on place la France dans cette typologie d'actifs dans le contexte européen, en Angleterre notamment, il y a eu beaucoup de croissance de loyer, parfois à double chiffre dans certaines villes, où la densité des villes est un peu différente que les villes en France, mais les zones périurbaines ont bénéficié à la fois d'un intérêt pour les placements en bâtiments logistiques, mais souvent avec un plan B en tête pour une conversion en résidentiel par la suite. C'est un peu différent en France, mais on estime que la croissance de loyer avec la démographie de la France est là et on est nombreux à compter dessus. D'accord. De manière générale, pour ces investisseurs étrangers, quels sont les critères dans des sélections, que ce soit pour du core plus, pour du value add, quels sont les critères qui reviennent le plus souvent? Quels sont les critères les plus importants à leurs yeux? Alors, c'est sans aucun doute les critères ESG. D'accord. Et Plus que la localisation, par exemple. La localisation, elle est aussi un facteur. Elle est aussi un facteur. En fait, ce qui est très important aujourd'hui, c'est l'impact des critères ESG. On a constaté notamment que c'était à l'époque, c'était surtout basé sur la stratégie d'investissement. Est-ce que les critères, plutôt dans les produits core, correspondaient aux attentes des investisseurs? Maintenant, de nos jours, c'est l'utilisateur, parce qu'on s'est rejoint. Qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est sur la durée de l'investissement. Les questions que nous avons des investisseurs quand on fait de la levée de fonds se portent à la fois sur la stratégie d'acquisition, à la fois sur la stratégie de rénovation si ça a lieu, à la fois sur la stratégie de détention, et puis quel sera l'impact à la cession s'il y a eu une évolution de ces facteurs ou un changement de la législation qui pourrait être le cas en Europe, par exemple. Presque une plus grande implication, finalement, de ces investissements, de ces investisseurs pour leurs propres investissements. Absolument, mais c'est accompagné également par le fait que les investisseurs reconnaissent que la création de valeur vient à travers les attentes des utilisateurs. Et de ce fait, les utilisateurs ont également ces critères en haut de fiche à la recherche de leurs actifs immobiliers, quel que soit le secteur. Et donc, du coup, c'est ces deux thématiques qui se rejoignent sur le sujet. D'accord. Comment est-ce que vous voyez un petit peu évoluer cette demande des investisseurs étrangers pour, on va dire, pour l'année à venir ou pour les quelques années à venir? Quelles sont les stratégies qui ressortent le plus dans les demandes actuellement? Il y a certainement une recherche de création de valeur. D'accord. Donc plutôt core plus value add? Plutôt core plus value add, oui. D'accord. Il faut dire aussi que les actifs en France et le marché français au sens large portent des solutions pour les investisseurs assez core également. Ce qui nous manque, à l'exception de la défense, c'est les grands bâtiments. Et de ce fait, quand on a un investisseur qu'on accompagne, on va dire dans la région Europe, il y a toujours cette concurrence entre Londres et Paris pour différentes raisons, mais souvent quand un investisseur recherche un très grand placement, c'est vers Londres qui va se tourner. C'est plutôt vers Londres. La défense, on pourrait passer longtemps à en discuter. C'est un marché dans lequel on croit beaucoup, mais qui est assez cyclique. Donc du coup, trouver des placements de grande taille dans le QCA ou pareil la défense, c'est un peu limité dans ces marchés-là. D'accord. Beverly Kilbride, merci beaucoup pour votre témoignage et à très bientôt. Merci beaucoup. La matinale Innova Press suite. Depuis le début de l'année, Archange a marqué le marché parisien avec 2 opérations dans des quartiers emblématiques de la capitale, l'acquisition du 58 Saint-Honoré et la cession du 12 rue de la Paix. Je reçois aujourd'hui Géraldine Roy-Zangrilli. Géraldine, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes la directrice générale du groupe. Le positionnement d'Archange, c'est surtout de
réveiller des actifs peut-être un peu fatigués de très belles adresses parisiennes. On parle d'adresses Monopoly, là, Saint-Honoré, rue de la Paix. Mais ce qui m'intéresse, ce serait de savoir un petit peu la genèse de ces opérations, notamment celle du 12 rue de la Paix. Comment est-ce qu'elle vous est venue ? Alors, juste avant de vous raconter la genèse du 12 Paix, je voudrais vous dire que nous, notre raison d'être dans le groupe Archange, c'est de réveiller les belles endormies de l'immobilier, les Sleeping Beauties. Derrière Sleeping Beauties, il faut voir derrière cette formule pas simplement une formule conte de fées. Il y a un véritable savoir-faire et notamment cette faculté que nous avons d'aller débusquer des opérations, de bousculer un peu les codes et de créer des opportunités d'acquisition. Ça a été le cas sur le 12 rue de la Paix. Non pas initialement, on a répondu à un appel d'offres qu'on a perdu et malgré tout, on a réussi à re-rentrer sur ce deal par la défaillance d'un des co-investisseurs qui était en due diligence. D'accord. Et ça, on l'a eu par une information de marché, cette capacité qu'on a à aller sourcer de l'information, ce pouvoir quelque part de lorsque vous avez l'information, et vous le savez vous particulièrement, oui, tout à fait. c'est ce pouvoir de transformer l'information. On est allé sur la rue de la Paix, on a gagné, on a réussi à traverser les difficultés juridiques, administratives. D'un actif assez compliqué, en fait. Un actif qui était assez compliqué, il fallait aller chercher de la valeur à la fois en créant de la surface, à la fois en joignant deux bâtiments, enfin créer un bâtiment de jonction, à la fois en essayant de libérer cet actif, parce qu'il faut savoir qu'il était quand même entièrement occupé. Plusieurs locataires, et là d'aller aussi recréer de la valeur par un prisme monolocataire de valorisation. Ça, on n'aurait jamais pu le faire sans l'aide de notre mentaliste qui, grâce à... mentaliste ? Ouais, un mentaliste qui arrive à déterminer quel est le profil des locataires que nous avons et pour accompagner la sortie de ces locataires afin de réaliser les projets que nous avons. Donc, ce bâtiment a été cédé, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de janvier. Donc, vous avez des informations très très tôt. Oui, c'est ça. Je viens de vous dévoiler ce qui ne sera jamais sur aucun papier, aucun communiqué de presse, évidemment, et vous en avez le behind the scenes, absolument, les coulisses du conte de fées. Et on a vendu l'actif. Je vous l'ai dit très récemment, à un trio d'investisseurs. On aurait pu aller jusqu'au bout de cette opération. Il y avait une fenêtre, il ne faut pas oublier que nous sommes des opportunistes au sens noble du terme. Il y avait cette fenêtre de cession de manière off. C'est un deal off-market. On avait cette fenêtre, une fois que le travail a été fait, véritablement de valorisation, éviction, et puis également gros œuvre. Alors on n'a pas encore commencé à mettre le premier coup de pioche, ce sera, on a laissé ça au trio d'Invest, mais ils ont repris l'intégralité du projet qui a été déposé en mairie avec ce permis de construire, et évidemment ils ont acheté un actif qui était non seulement libre de toute occupation, mais également qui avait reçu tous les accords administratifs. J'allais vous poser la question avec permis purgé, donc. Permis totalement purgé. D'accord, ok. Parlons également aussi des autres activités de Archange. Archange a lancé notamment une activité de promotion. C'est assez inédit pour un investisseur. Oui, c'est inédit et en même temps, c'est presque une évidence de pouvoir créer avec le métier de foncière qui est le nôtre, avoir une synergie et je crois qu'on ne pouvait pas s'affranchir de ce métier de promotion immobilière, d'autant que la vie, c'est aussi une histoire de rencontre et rencontrer une professionnelle comme Emmanuelle Berda, j'espère que vous aurez le loisir de l'interroger. Qui est donc directrice de cette activité. Elle est directrice générale de cette branche d'activité. C'est une grande professionnelle de la promotion. Au MIPIM, elle vous dévoilera la première opération avec la marque
Archange Promotion, parce qu'on a déjà fait des opérations de promotion, de copromotion, mais sous la marque Groupe Archange. Là, Emmanuel vous délivrera le secret de la première opération sous le chapeau de sa marque Archange Promotion. Une opération résidentielle, une opération de logement, c'est le prisme et le cœur du savoir-faire d'Emmanuel. Je vous dis pas qu'on fera pas du tertiaire plus tard, mais en l'occurrence, le chemin sur lequel Archange Promotion se dirige, celui de la promotion immobilière plutôt logement. Et là, la première opération se trouve à Conflans, Sainte-Honorine. Faut pas me faire dire trop de secrets. Hein. On en restera. Vous me dites ce que vous pouvez me dire. Voilà. D'accord. Ce qui est légalement possible. Une résidence à taille humaine. Je vous ai déjà livré le territoire. Oui, tout à fait. Une résidence à taille humaine avec tous les usages de confort qu'on peut chercher aujourd'hui. Voilà pour Archange Promotion. Et d'autres activités que vous auriez dans le pipe? Oui, on a créé. On est revenu au fond d'investissement. Donc on a créé un fonds Archange qui est un fonds d'investissement alternatif réservé, un FIAR, qui est domicilié au Luxembourg dans un cadre juridique extrêmement réglementé et strict, mais toujours sous la consonance de notre savoir-faire. C'est un portefeuille. L'idée, c'est de créer véritablement avec ce fonds un portefeuille d'actifs par crise, qui résiste aux crises. D'accord. Voilà. Et on pense que c'est parce qu'on a un véhicule diversifié avec des actifs comme on sait les faire, c'est-à-dire que transformer des usages, transformer du logement en bureau, en résidence hôtelière. Eh bien, ça fait partie de nous intégrante. C'est garder intacte notre différence. Et c'est ça, Rosa Capital aussi. Même si on est sur... je voudrais pas faire de délices d'initiés et vous révéler toutes les gourmandises de Rosa Capital. Je demanderai à Marc de la Bardoni de venir à votre micro. On en rediscutera peut-être au MIPIM à ce moment-là, si ce sera l'occasion. Géraldine Roazan-Grilly, merci beaucoup pour votre témoignage. Infiniment. Merci pour ces informations. Et du coup, on se verra sûrement au MIPIM. Rendez-vous est pris. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle matinale Innova Press. Nous vous donnons rendez-vous le 11 mars prochain pour notre Forum des projets urbains Grand Ouest et, comme vous l'aurez compris, la semaine suivante pour le MIPIM. À très vite.